Richard Roman, il a avoué le viol et le meurtre d'une petite fille de 7 ans. Et pourtant, 4 ans plus tard, il est acquitté par la cour d'assises. Vous ne voulez pas prendre le risque moral qu'il soit condamné par erreur. Dans cette affaire extraordinaire, 3 hommes vont enfoncer le mur des évidences. Un juge d'instruction, un journaliste et un avocat général. Ils vont faire du procès de Richard Roman le procès des aveux. On avait une table qui devait arriver pour manger, une table de 9 personnes, je crois, ou 8 personnes, je ne sais plus. Et puis, je dis à mes parents ou à ma femme, je ne sais plus, je dis tiens, je vais mettre le couvert au petit, comme ça, entre 2 plats, on mange. Et à ce moment-là, je me tourne pour appeler Céline, elle n'était plus dans la salle de jeu. Mais on s'est rendu compte de suite, 10 minutes après, elle ne partait pas, quoi. Et je me tourne dans la salle de jeu pour appeler Céline, et elle n'y était plus, et les recherches ont commencé à partir de là, quoi. Dans la mairie, là, j'avais un garçon qui avait à peu près 25 ans, que je ne connaissais pas, mais dont l'attitude m'avait intrigué. Et j'avais notamment remarqué qu'il était chaussé de brodequins, c'est-à-dire de souliers à tige haute, et que ses chaussures étaient trempées, comme quelqu'un qui avait cheminé dans l'eau. Enfin bon. Mais j'avais quand même remarqué son attitude, quoi. Quelle attitude il avait ? Il était très empressé à participer aux recherches. Et il voulait nous indiquer des endroits où chercher qui manifestement nous éloignaient d'une possible découverte de la vérité assez rapidement. Ce qui est frappant, c'est que bon, plus personne ne bouge, ne parle. Les 2-3 personnes que l'on croise ne nous regardent pas, ne parlent pas. Le café de la Poste, donc le restaurant, qu'on apprendra après être celui du papa de la petite Céline, est fermé. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il fait très chaud, le ciel est bleu, il y a une espèce d'ambiance lourde, une chape de plomb. Et c'est vrai que c'est assez angoissant, impressionnant. Et en fait, on sait que c'est très très lourd de sens parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose de très grave. La parole qui reste dans ma mémoire, c'est vous verrez, sale affaire, mais enfin, bon, c'est carré. En gros, hein, je traduis comme ça, c'est carré, sale affaire. C'est carré, c'est-à-dire il voulait dire, bon, c'est bouclé, quoi. Affaire bouclée pour les gendarmes et la justice. La presse, elle, ne connaît pas encore l'identité des 2 suspects, mais se charge très vite de leur trouver 2 surnoms. Il y a l'Indien et le tatoué. Je me souviens qu'un journaliste d'RMC, lui, se renseigne pour savoir un petit peu à quoi ressemblent ces 2 témoins qui sont entendus. Donc là, on lui dit, on n'a pas les noms, hein, on ne connaît pas les noms des témoins. On lui dit qu'il y en a un qui a des tatouages. Donc on le surnomme le tatoué. Et le deuxième, on apprend qu'il vivait dans un tipi, qu'il est sale, qu'il a les cheveux comme un Indien. Donc on le surnomme l'Indien. Donc ça fait boule de neige et on reprend tous ce surnom qu'on trouve assez éloquent. Les charges sont lourdes à leur encontre, viol et meurtre avec préméditation.
Cet enfant a été sacrifié par des barbares, a déclaré l'un des enquêteurs, particulièrement écœuré. C'est tellement monstrueux, ça peut être que même à la limite, on parle je crois entre nous, de secte satanique, parce que c'est tellement odieux, tellement horrible, que ça peut être qu'une secte satanique qui fait ça. En fait, il n'y a jamais eu de secte satanique, mais bon, c'était évident. Pour nous, la justice dit la vérité. Mais c'est quoi la vérité? Quelle est la vérité? Qu'il y aurait eu une machination entre les deux hommes, une préméditation, qu'il était prévu de faire un sacrifice, et que Céline allait être sacrifiée, et que de toute façon, donc, c'était un assassinat. Un assassinat englobe préméditation, bien sûr, et que personne ne pouvait lutter contre ça. Qui vous donne ces informations? Le directeur d'enquête, officiellement le directeur d'enquête, monsieur Vesbuche, qui est à l'époque procureur de la République. Les deux témoins sur qui s'étaient portés les soupçons, Roman Richard, 27 ans, agriculteur, et Gentil Didier, ouvrier agricole, à la suite de l'information ouverte de ce jour, sont inculpés de séquestration, viol aggravé et accompagné de torture ou d'actes de barbarie, assassinat. Dominique, vous avez le PV des gendarmes. Quelles sont les phrases des aveux de Roman? Comment ça se passe? Il répond à une question, qu'est-ce qu'il dit exactement? Alors, c'est assez curieux parce que les aveux circonstanciés de Richard Roman sont ici, au feuillet 12. J'ai tué et j'ai violé Céline et je n'ai rien à ajouter à ce meurtre. Mais quelle est la question? La question qu'on lui a posée, c'est qu'est-ce que vous avez bu au bar hier soir? Et il répond j'ai tué, j'ai violé Céline. À cette question-là, il répond plusieurs choses. Je pense avoir bu au moins un café. Réponse à la question, mais il ajoute « Je suis resté environ 10 minutes, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais. Maintenant, après réflexion, je suis plus certain de l'heure où je suis descendu au village. » Toujours à la même question, il répond « Je demande pardon à Céline et à ses parents et à Dieu, au nom de ma mère. » Il continue en expliquant que dans le quartier du square des Marronniers, il allait chercher des cigarettes. Et il termine par « J'ai tué, j'ai violé. » Ça, c'est extrêmement décousu. C'est décousu parce qu'en fait, c'est une synthèse. Le PV d'audition des gendarmes, c'est une synthèse de ce qu'a dit Richard Roman pendant ses 42 heures de garde à vue. Ça tient en 10 pages. Évidemment, en 42 heures, il en a dit bien plus que ce qui tient dans ces 10 pages. C'est-à-dire qu'on a les réponses de Roman, et encore synthétisées, on n'a pas toutes les questions des gendarmes. On n'a pas toutes les questions des gendarmes. Donc il est possible que des questions très suggestives lui aient été posées. Bien sûr. Ce sont les gendarmes de la Motte du Caire. Ce sont les gendarmes de la Motte du Caire qui interrogent les gendarmes du village. Richard Roman. Les gendarmes du village. Imaginez la tension, la pression dans le village. La victime, ses parents, tout le monde connaît la victime, tout le monde connaît les parents, les gendarmes connaissent aussi la victime et les parents de la victime, et puis les suspects, Didier Gentil, Richard Roman qui habite ici depuis des années, là-haut dans sa bergerie, tout ça se passe, c'est un huis clos, tout ça se passe dans le village de la Motte du Caire. Alors, au lieu d'emmener Richard Roman à Aix-en-Provence, ce qui aurait permis aux enquêteurs de travailler plus sereinement, il est entendu à la Motte du Caire, avec autour de lui une pression, et autour des enquêteurs une pression énorme. Ça tient pas debout. 14 ans après, ça reste hallucinant. On n'aurait pas dû l'interroger à la Motte du Caire. Pas du tout, pas du tout. Mon truc, c'était de dire que ils ont arrêté les assassins de ma fille. Les assassins de ma fille sont identifiés, ils ont avoué, un a avoué le viol, l'autre a avoué le meurtre. Pour moi, c'était clair, et pour moi, ça l'est toujours. Aujourd'hui, ça l'est toujours. C'était en première page des journaux, et c'était les deux. C'était Gentil Roman, Roman Gentil. C'était inséparable. C'était vraiment un seul bloc. L'aveu de la barbarie, Richard Roman et Didier Gentil ont avoué après 48 heures d'interrogatoire le viol et le meurtre de Céline, 7 ans, assassinée avant-hier mercredi près de Sisteron. C'est vrai que les journaux sont là pour informer, surtout les journaux télévisés. Bon, disons que maintenant la presse, il y a certaines presses qui ne sont pas toujours, qui sont là plutôt pour vendre. Mais quand ça passe dans les journaux télévisés, comme les informations du 20h, du 13h, c'est quand même des émissions c'est des informations sérieuses. Donc on reconnaît qu'on écoute. On écoute et on croit et on pense. Puisque de toute façon, je pensais ce qu'il disait. Je ne pouvais pas être autrement que de croire.
Ça, je dirais que ça a des accents d'authenticité. C'est-à-dire quand on lit ça, effectivement, on pense que c'est une déclaration qui vient du fond du cœur, si j'ose dire. Ces aveux viennent confirmer les accusations qui sont portées par Didier Gentil contre Richard Roman. Donc à ce moment-là, moi je ne doute pas, je dirais, de la fiabilité de ces aveux. Les gendarmes ont obtenu des aveux. À partir de maintenant, c'est dans le bureau du juge d'instruction que les choses vont se passer. Et Roman est très soulagé de changer d'interlocuteur. Enfin, il m'est apparu comme quelqu'un, si vous voulez, qui avait été éprouvé par la garde à vue, quelqu'un qui était un peu effrayé, un peu comme une espèce d'animal qu'on vient de capturer après une chasse à courre et qui est acculé dans ses derniers retranchements, mais en même temps, peut-être avec l'espoir que finalement, le plus difficile était passé et que là, il allait peut-être pouvoir émerger, être traité différemment, être entendu, pouvoir s'expliquer. Bon, je lui notifie ce qu'on lui reproche et je lui demande s'il a des déclarations à faire. Autant je n'ai pas l'impression, si vous voulez, d'avoir en face de moi un monstre, autant je ne peux pas dire que je prends pour argent comptant ces rétractations. Parce que en contrepoint de ces rétractations, il y a les accusations de Didier Gentil maintenues au cours de son interrogatoire de première comparution. Il y a une enquête qui se poursuit. Malgré tout, on garde effectivement en mémoire les aveux. On a du mal à imaginer que quelqu'un qui soit innocent puisse passer des aveux. Sa première réaction, vraiment, sa première réaction, c'était quand est-ce que je sors? Pourquoi est-ce que je suis pas sortie? Quand est-ce que je sors? Mais c'est pas possible. Vous savez bien que il était stupéfait d'être encore là. Il n'a pas du tout mesuré le poids qu'allaient prendre ses aveux dans cette affaire. Il était sûr que Didier Gentil, et ça, il l'a cru pendant très très longtemps. Il était sûr que Didier Gentil allait revenir sur ces accusations. C'est complètement... Il a dû, comme moi, céder à la peur, la pression, etc. Et il a dit n'importe quoi comme moi. Donc, pour lui, c'était simple. Hein, il allait vite sortir. On avait des aveux. On a maintenant quelqu'un qui revient sur ses aveux. Et ce qui est étonnant à ce moment-là de l'enquête, c'est que personne ne veut l'entendre. Ni la presse, et donc ni l'opinion publique, et surtout pas les parents de Céline. Environ une centaine de personnes se sont rassemblées dès 8 h ce matin devant la prison des Baumettes. C'est ici que sont détenus et isolés Richard Roman et Didier Gentil, les deux meurtriers présumés de la petite Céline. Pétition à l'appui, les manifestants demandent un châtiment exemplaire. Je voudrais que le procès active rapidement et que ces gars soient jugés pour qu'ils soient punis sévèrement. On a manifesté devant les Baumettes, je crois que c'est le 8 août, je crois, ou le 7 août, je sais plus. Pour quelle raison? Pour la raison de se faire entendre, bon, ça a été tourné d'une façon qu'on demandait la peine de mort, mais c'était pas ça. Puisque, bon, c'est vrai qu'on leur souhaitait la mort, mais bon, on a fait ça c'est moi qui avais organisé tout ça, bon, comme ça à l'arrache, hein.
Le père de Céline et sa compagne ont obtenu un entretien avec le directeur de la maison d'arrêt des Baumettes, mais bien sûr, il leur a été refusé de rencontrer les deux détenus. Non, ils n'ont pas fait voir, on a demandé qu'ils nous les donnent 5 minutes et ils n'ont pas voulu. Je voulais que cette affaire soit suivie de près et qu'ils aient la peine maximum. C'est la raison pour laquelle on a fait cette action. Ici, on ne veut surtout pas entendre parler d'irresponsabilité dans ce meurtre atroce d'une enfant de 7 ans. Et pour le faire savoir haut et fort, 2 pétitions ont été lancées, dont une réclamant le rétablissement de la peine de mort. On a vu arriver de tous les coins de France et de Navarre des gens qui justement avaient pour objectif le rétablissement de la peine de mort qui, comme chacun le sait, avait été abolie en France au cours de l'année 81. Donc il y a eu, c'est vrai, tout ça. Bon. Moi j'ai toujours été pour la peine de mort, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi j'ai 2 filles et moi je sais que je les aurais lâchées. Évidemment, on commence à dire qu'ils sont fous, ben, s'ils sont fous, il n'y a qu'à les renfermer ou les tuer, puis c'est tout. C'est un cortège, je dirais un cortège en 2 morceaux. C'est-à-dire, il y a un morceau, c'est les Niçois, et très nombreux à défiler, derrière médecins. Et ensuite, il y a une sorte de léger creux dans la manifestation, et derrière, le Front National. Avec beaucoup moins de monde, mais très organisé en carré. Et tout ce monde-là, de toute façon, demande la même chose, le rétablissement de la peine de mort. Je me souviens que sur le parcours, quand même, quelques courageux niçois ont hurlé par les fenêtres non à la peine de mort, et se sont retrouvés avec des pierres dans les vitres illico. Mais majoritairement, les gens applaudissaient sur le trottoir. C'est vraiment une affaire qui a beaucoup choqué. Et Nice, c'est vraiment tout près. Hein. Pendant ce temps-là, Richard Roman est en prison à Marseille et, comme beaucoup d'assassins d'enfants, il est battu et maltraité par les détenus et les surveillants. Il continue de crier qu'il est innocent, personne ne veut l'entendre. Et pendant ce temps, ses avocats épluchent le dossier. Et ils commencent à pointer des incohérences dans les aveux en comparant les déclarations de Richard Roman à celles de Didier Gentil. Est-ce que vous prenez en main la défense de Richard Roman ? Quelques jours après les faits et son arrestation, lorsque ses frères viennent me voir et me demandent de le défendre. Et ils sont accablés par les récits effroyables qui sont faits par la presse, qui annoncent les aveux de Richard Roman. Ils sont convaincus que leur frère n'est pas coupable et ils me demandent de toute façon de le défendre. Moi, bien entendu, je n'ai aucune raison à ce moment-là d'avoir cette conviction, mais j'accepte effectivement de le défendre en sachant que cela va être difficile et qu'on ne sait pas effectivement quelle est la position qu'il va prendre. Au moment où vous acceptez de le défendre, Roman est un homme qui a avoué. Au moment où j'accepte de le défendre, il est revenu sur ses aveux, mais je ne le sais pas. Je ne le sais pas puisque je ne l'apprendrai que lorsque je reprendrai connaissance du dossier. Et effectivement, ou bien les aveux sont faux, ou bien si les aveux sont vrais, il faut tout de même le défendre. Dans ce dossier, est-ce que vous pressentez des pistes qui vont vous permettre de le défendre efficacement? D'abord, il est convaincant, je le trouve convaincant dans ses protestations d'innocence. Ensuite, il me donne un certain nombre de détails qui me montrent à moi qu'il est innocent. À ce stade, je n'ai strictement plus aucune conviction. Je ne sais pas, et je vais donc prendre le dossier comme tout avocat va le prendre, c'est en disant on va voir. On va voir. Mais il y a un premier doute. Mais il y a un doute. Je lis à la loupe le contenu des aveux et je vois 2 choses qui sont importantes pour un professionnel. C'est un, que dans les aveux, il n'y a rien, mais rien, pas un élément qui n'ait d'abord été connu des enquêteurs, c'est-à-dire qu'ils ne révèlent pas quelque chose que l'on ne savait pas avant.
Et ça, c'est toujours quelque chose de très important. C'est toujours un signe. C'est pas... ça ne veut pas tout dire, mais c'est un signe. C'est un signe auquel il faut beaucoup prêter attention. Et l'enquête de flagrance avec les auditions des gens du village, qui déjà font apparaître, mais alors là, ça va être plus compliqué, ça va demander un travail plus compliqué, mais font apparaître quand même qu'il y a une grande difficulté en ce qui concerne les horaires. Ils apportent un élément tout à fait important, c'est qu'ils révèlent, alors de façon scientifique et indiscutable, un mensonge de Didier Gentil dans ses aveux et dans ses accusations. C'est-à-dire C'est-à-dire l'acte de sodomie pratiqué sur la petite fille. Comme toujours, pour ce qui concerne Didier Gentil, ce qui est plus grave est toujours commis par l'autre. Et donc, le meurtre et la sodomie, c'était Richard Roman. Or, les analyses scientifiques et indiscutables révèlent que la sodomie, c'est lui. Ce qui était important, c'était donc la révélation d'un mensonge, et cette fois-ci, démontré scientifiquement. C'est pas seulement de comparer des déclarations et de dire qu'elles sont invraisemblables parce que par ailleurs, etc. Non, là c'est clair, c'est non, c'est pas possible, c'est toi, c'est pas lui, c'est toi. Les résultats d'analyse, le premier prélèvement, c'est gentil. Le deuxième, il est inexploitable. Alors, ils ont été prélevés tous les deux ensemble, sur le même corps. Le premier est exploitable, le deuxième, il n'en est pas. Ça ne veut pas dire qu'il est inexploitable, ça ne veut pas dire que c'est pas Roman. Ça ne veut pas dire que c'est lui, mais ça ne veut pas dire que c'est pas lui. Par rapport aux aveux qu'il y a, celui qui veut vraiment se poser des questions, il peut s'en poser. Il le dit lui-même, il dit je suis lucide dans ses aveux, il dit je suis lucide, j'ai tué, j'ai violé Céline, je demande pardon à Dieu, à ma mère, au nom de... C'est pas possible que Gentil soit seul. L'article de Nice Matin, et je le dis sans vergogne, l'exemple d'article le plus malhonnête qui m'ait jamais été donné de lire. Qu'ils aient une conviction, bien qu'ils n'aient pas lu le dossier, très bien, peu importe. Et lorsqu'on lit l'article, on s'aperçoit que Richard Roman a avoué, on ne dit pas qu'il est revenu sur ses aveux, ne serait-ce que pour dire, naturellement il est revenu sur ses aveux, ce qui est idiot, mais au moins donner l'information. Non, on ne le dit pas. On ne dit pas qu'il y a eu des expertises génétiques qui sont rentrées. On ne dit rien de tout ça. Et le lecteur qui lit ça est complètement ahuri du fait qu'on ait pu oser demander la liberté d'un pareil monstre. Les aveux, pour vous, c'est un handicap? Ah ben bien sûr, c'est un handicap très grave, les aveux, comment voulez-vous réussir à convaincre les gens que des aveux sont faux? On le voit bien dans un certain nombre d'autres affaires. Et il faut être un professionnel averti pour savoir qu'effectivement, l'histoire de la justice comporte des dizaines et des dizaines de cas dans lesquels des aveux, et même quelquefois des aveux circonstanciés, ont été faux, et où après, les choses sont apparues évidentes et certaines. Logiquement, c'est au juge d'instruction à prouver la culpabilité. Vous trouvez un peu dans un cas de figure différent. C'est-à-dire que lorsque vous avez une affaire qui a eu ce poids médiatique, lorsque vous vous trouvez en face de l'horreur absolue, car cette affaire est véritablement révoltante, et quand vous regardez le dossier, que vous voyez les photographies, vous ne pouvez pas ne pas être révolté. Le poids médiatique, le poids de la famille qui a subi l'horreur, et puis les aveux en plus. C'est vrai que vous vous rendez bien compte que vous avez un chemin
très dur à faire pour essayer de renverser les choses. Et je crois que dans une affaire pareille, malheureusement, il ne suffit pas de se contenter de dire, après tout, il y a peut-être un doute, etc. Il faut aller plus loin dans la démonstration. Est-ce qu'en principe, le doute ne doit pas profiter à l'accusé? Bien sûr, c'est le principe absolu. Le doute profite à l'accusé. Le doute doit profiter. Dans toutes les affaires, le doute doit profiter à l'accusé. Mais l'intime conviction des jurés qui se fait sur la raison, qui se fait sur une réflexion, peut effectivement être obnubilée par les aveux ou par l'horreur du crime. Alors, ce n'est pas normal, mais vous savez très bien qu'il faut que vous fassiez un chemin très fort lorsque vous avez des aveux. Donc, c'est que Richard Roman avouait effectivement avoir massacré cet enfant, mais le scénario qu'il racontait, point par point, de comment il avait massacré cette pauvre enfant, commençait dans sa tête à 21h30. Or, il était établi, et ça on le voyait déjà, que la mort de cet enfant avait eu lieu manifestement entre 21h et 21h15. Les journalistes étaient relativement bien accueillis à la Motte du Caire parce que, grosso modo, ils avaient tous écrit qu'il y avait deux coupables et que c'était deux monstres. Donc, quand vous étiez journaliste, il était entendu que vous étiez d'accord avec cette thèse. Moi, j'ai commencé à dire, en rencontrant les gens, un par un, je leur dis, mais j'ai cru comprendre que dans le PV de justice, le premier, vous disiez à telle heure. Ce qui m'étonne, c'est que si effectivement cette heure est confirmée, vous vous rendez bien compte que ça veut dire que Richard Roman n'a pas pu tuer cet enfant, puisque vous dites l'avoir vu à telle heure, à telle heure, il ne peut pas être à deux endroits en même temps. Et donc, de dire ça, déjà, c'était très, très mal vu, quoi. Le climat à l'intérieur du village, vous sentiez une espèce d'hostilité latente qui n'aurait pas dû avoir d'objet contre vous, parce qu'en fait, vous arriviez avec un doute. Par exemple, il y avait des gens qui étaient en vacances à côté de la baraque en ruine de Richard Roman, qui disaient l'avoir vu descendre à telle heure. Donc ensuite, je prenais ce témoignage, j'en prenais un autre, j'ai interrogé tous les gens autour de son ancienne bergerie. Ensuite, je minutais le temps qu'il fallait, en fonçant pour que ce soit plutôt défavorable à Roman, le temps qu'il fallait pour arriver au village. Et puis ensuite, là, il y avait plein de gens qui étaient à la terrasse de ce café qui le voient arriver. Donc ils disent des heures eux aussi. Et quand vous dites, non mais attendez, les aveux de Richard Roman, là, ça ne tient pas la route une seconde, votre histoire. Vous avez bien vu quand même que ça ne va pas, quoi. Et à ce moment-là, effectivement, ça se passe beaucoup plus mal avec les gendarmes. Il y avait une véritable tension. Il y avait il y avait quelque chose d'inadmissible pour eux, je crois, à le remettre en cause. Et le chef Ramette, qui avait dirigé cette enquête et qui avait probablement recueilli donc, les aveux de Roman, il était vraiment à cran, quoi. Ce que j'ai compris assez vite, c'est qu'il avait un véritable contentieux avec Roman, qu'on peut expliquer. Roman n'avait pas cessé de l'exaspérer avec des bagnoles pas immatriculées, des problèmes de carte grise. Il roulait dans des caisses pas possibles, avec son pagne et pieds nus. On comprend bien que dans l'idéologie de l'armée, d'un gendarme, se comporter comme ça, c'est absolument pas possible. Donc il y avait de toute façon, avant ce drame, une animosité forte entre les deux. Jean-François Kahn, toute la presse est unanime pour dire que Richard Roman est coupable. Et un seul magazine, l'Événement du jeudi, publie un article pour suggérer qu'il est peut-être innocent. Ça se passe comment? Dans quelles circonstances?
C'est Lionel Duroy qui avait enquêté là-dessus. Bon, d'abord, pour vous dire la vérité, j'ai pas poussé à son enquête, Dabler. Je veux dire, parce que quand il est venu me dire qu'il y avait des éléments qui permettaient de penser que ce roman était innocent, je me suis méfié. D'abord parce que roman, il est bien évident qu'il a été désigné parce que marginal, un peu écolo, éleveur de chèvres, etc. C'est ce qu'il a désigné, il est forcément coupable. Mais attention, c'est aussi, me suis-je dit d'abord, c'est aussi peut-être ce qui peut faire que des intellectuels considèrent qu'il est innocent. Ça joue dans le profil joué dans les deux sens. C'est-à-dire, pour le culpabiliser, le peuple, mais aussi c'est le genre de profil dont un intello facilement dit « Ah, celui-là, il doit être innocent ». Donc, il fallait se méfier des deux. Donc, j'étais très prudent. Et puis bon, il a fait part, il m'a montré un certain nombre d'éléments qui m'ont troublé. Et puis j'ai dit, bon bah, vas-y, il faut faire un vrai travail, mais vas-y. Je vous pose très clairement la question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que vous publiez cet article parce que Richard Roman est le frère de Joël Roman, rédacteur en chef de la revue Esprit, intellectuel de gauche, homme de réseau, qui vous appelle et qui vous dit « Publie un article pour défendre mon frère ». Non, d'abord, en ce qui me concerne, personne ne m'a appelé, déjà. Mais, comme je vous l'ai dit, personnellement, sur moi, ça aurait joué en sens inverse. Ça m'a plutôt freiné, cet aspect-là. Il a vraiment fallu que Lionel Duroy me montre des éléments très tangibles pour que je dise, vas-y. Mais ce côté, comme ça m'a lié à le petit milieu parisien, etc., ça m'a plutôt freiné. L'article paraît, est-ce que vous le regrettez un jour? D'abord, il faut bien voir, sans doute vous en êtes aperçu dans le cours de votre enquête, il faut bien savoir que dans cette affaire-là, et dans une région déjà très traumatisée par un certain nombre de problèmes d'insécurité, bon. Et là, le Front National avait beaucoup, comment dirais-je, soufflé sur les braises, quoi. Il y avait une vraie émotion sincère de la population, et il y avait des éléments d'extrême du Front National qui avaient beaucoup touillé, si vous voulez, cette haine qui avait provoqué ce crime atroce. Alors, nous, quand on a fait cet article, on a reçu beaucoup de lettres de gens de cette région nous injuriant. Vous êtes complices d'assassins, etc., etc. Pourtant, c'était pas notre genre de beauté, mais vous êtes complices d'assassins, vous, là-haut, les Parisiens, mais ça, bon. Ça, il y a eu cet aspect-là assez violent, C'était vraiment pas compris. Mais surtout, ce dont je me souviendrai toujours, parce que, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est terrible, c'est que j'ai eu, au bout du fil, le père de la victime. Ça, je m'en souviendrai toujours, parce que, en gros, le père, qu'est-ce qu'il m'a expliqué qu'on assassinait sa fille une seconde fois? C'est-à-dire, moi, j'essayais de raisonner, j'ai dit, attendez, monsieur, je peux pas dire que je suis aussi horrifié que vous par ce crime, c'est pas mon enfant, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis horrifié par ce crime, c'est pas le problème. Je suis pas du genre à trouver le moindre prétexte à ça, la moindre excuse à ça. Ce que vous voulez, vous avez raison, c'est que le coupable du crime, celui qui a tué votre fille, ou ceux qui ont tué votre fille, soient punis. Vous ne pouvez pas exiger que ça soit quelqu'un, éventuellement un innocent. Ça, il n'écoutait pas, il ne voulait pas écouter. Et je comprends en même temps, c'est pas une critique que je fais, c'était pas possible, c'était pas audible pour lui. D'abord, il était coupable. Il était coupable. Et d'ailleurs, il disait toujours, rien, jamais ne m'enlèvera d'idée qu'il est coupable. Donc, de toute façon, il y avait un refus d'admettre que c'était possible. Bon. Et à partir de ce moment-là, nous étions des espèces de pervers, espèces d'intellos pervers horribles, toujours avec les assassins et tout, et nous assassinions sa petite fille une fois de plus. Qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, j'étais pétrifié, quoi. C'est sûr que... Dominique Rizet, il y a un truc que je ne comprends pas. Voilà une contre-enquête de Lionel Duroy dans l'événement du jeudi qui montre que probablement Richard Roman n'est pas l'auteur du crime de la petite Céline Jourdan. Aucun journaliste ne va suivre cette piste? Non, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est pas facile de vérifier ce genre d'informations. Les journalistes qui veulent se faire confirmer ce qui est écrit dans l'événement du jeudi s'adressent aux enquêteurs qui leur répondent que ce qui est dans ce papier ne tient pas debout, que ça n'a ni queue ni tête. Ouais, la parole d'un journaliste pèse moins lourd que celle d'un gendarme. Deuxième élément, c'est que la presse est un milieu concurrentiel.
on n'a pas forcément envie, dans d'autres journaux, de reprendre les infos de l'événement du jeudi, même si c'est une enquête remarquable. Troisième raison, peut-être, c'est que tous les journaux avaient quand même déjà écrit et imprimé que l'Indien et le tatoué étaient les auteurs du meurtre de la petite Céline. C'était pour eux faire un virage à 180 degrés, c'est pas facile. Comme un seul homme donc, tous les autres médias poursuivent sur leur lancée. Exactement. On est assez tendu quand même. On est assez tendu parce que moi j'ai reçu des petits cercueils tous les jours pendant un mois avec marqué J-30, J-29, J-28. Quand nous venons à la Constitution, il y a des marques sur la route, Juramy, Leclerc, Salot. Donc, il est évident que nous allons dans une atmosphère dont nous savons qu'elle est particulièrement tendue dans ce village. Et je dirais que je le comprends d'une certaine façon. La conviction du village est qu'on va voir là des gens qui ont commis l'horreur. Quelques ministres, ce qu'il faudrait, c'est que là, on devrait les avoir coupé la tête. Ça, on le protège, on les engraisse. T'as vu la tronche qu'ils ont? On dirait des cochonneries. On savait, les habitants de la Motte du Caire, favorables à la peine de mort depuis la pétition qu'ils avaient signée en ce sens à la mort de Céline. On s'attendait de ce fait à ce que la reconstitution d'aujourd'hui soit houleuse, mais personne, pas même les magistrats, n'aurait imaginé un tel déchaînement de violence. Les 150 gendarmes mobilisés sur place pour contenir les habitants ont eu beaucoup de mal à éviter les débordements. Il est descendu le défilé d'avocats dans la rue. Les gendarmes étaient sur la place, un arc de cercle, pour empêcher les gens de passer comme on empêche des vaches d'aller sur la route. Gentil et Roman ne viendront pas devant le juge. Gendarmes et mannequins pour reconstituer les faits. Une provocation, selon la famille, dans le café de Gilbert Jourdan, l'incident. Le responsable de la tarte à la crème, c'est moi. Et je suis comme Roman et comme Gentil, innocent. C'est pas moi. Je l'ai balancé, mais après c'est pas moi. Je me retracte. C'est plus moi, j'ai rien fait. Noyé dans cette foule, le père de Céline semblait totalement perdu. Et pourtant c'est lui qui, quelques minutes plus tard, va se ruer sur Maître Juramy, l'un des avocats de la défense. Une vraie reconstitution, il aurait fallu dans le bar les avocats, la personne qui était derrière le comptoir, la personne qui était devant dans la salle qui servait, les personnes qui étaient à la terrasse. Mais bon, de toute façon, ça s'est passé comme ça, mais je regrette rien. La seule chose que je regrette aujourd'hui, en sachant ce qui s'est passé, c'est de ne pas avoir tapé assez fort. Des forces de l'ordre insuffisantes, presque débordées, affrontements et annulation de la reconstitution. À 15h15, tout est terminé. Il était tout à fait impensable que je prenne le risque d'amener jusqu'ici les deux inculpés. Je ne suis pas un maquignon qui amène deux bêtes à l'abattoir. Je suis un juge d'instruction, je ne suis même pas un justicier, je suis chargé d'instruire une information judiciaire, c'est-à-dire de préparer un dossier qui sera examiné par une cour d'assises. Comme c'était parti, ça se serait terminé en lynchage. On a vu ce que ça a donné simplement avec les avocats. À partir du moment, effectivement, où ils ont réalisé que j'allais pas faire venir Didier Gentil et Richard Roman sur la place de la Poste ou dans le bar, ça a dégénéré. Ils s'en sont pris aux avocats parce que ils ne pouvaient pas s'en prendre à Richard Roman et à Didier Gentil. Il y avait la volonté de l'empêcher. D'ailleurs, c'est bien ce qui s'est passé. D'empêcher cette reconstitution. Mais pourquoi ? Qu'on veuille
qu'on veuille se venger. Bon, mais justement, permettons la reconstitution, et s'il apparaît qu'il y a des coupables, eh bien, on fait ce qu'il y a à faire. Mais pourquoi empêcher un acte qui va contribuer à éclairer un dossier qui vous tient tellement à cœur? Ça reste une question. Ça vous est déjà arrivé, ça, dans votre carrière? À ce point, non. Mais il m'est arrivé plusieurs fois d'être obligé de quitter un palais de justice sous la protection de la police, oui. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ce jour-là, ce jour-là, c'était effectivement particulièrement vif. Vous comprenez la colère de la famille? Mais oui. Même le jour même? Mais entendons-nous bien. Je ne peux pas l'approuver, pas seulement parce qu'il y a eu ces violences, mais parce qu'en tant que citoyen, ce n'est pas tolérable qu'un avocat qui représente la défense soit agressé. Mais, et Jérémy et moi, nous avons été agressés ce jour-là. Mais la colère, la douleur, la violence contre ce qui est insupportable, et contre ça je la comprends, sauf que, bien entendu, elle ne devrait pas s'exprimer de cette façon. Fallait-il organiser cette reconstitution à la mode du Caire, en plein jour, avec la population autour? Écoutez, je crois que cette reconstitution était nécessaire, utile. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, nous avions un problème énorme. Nous savions que Richard Roman était venu ce jour-là dans le village. Et il s'agissait de déterminer ce qu'avait été exactement son cheminement dans le village pour nous permettre à nous de prouver qu'il ne pouvait pas être sur les lieux du crime à ce moment-là. Donc, cette reconstitution, moi je la souhaitais. Ceci étant, était-il possible de la faire? Est-ce qu'il fallait la faire? Ça, c'est un autre point. Dominique Rizet, est-ce qu'il y a dans les annales judiciaires traces d'affaires comme ça où des juges d'instruction succèdent aux juges d'instruction et se passent le dossier alors que l'affaire n'est pas terminée? Oui, Christophe, ça arrive malheureusement trop souvent. En général, dès qu'une instruction s'éternise, plusieurs juges auront à traiter de l'affaire. Alors il y a par exemple l'affaire Grégory qui a duré plusieurs années avec plusieurs juges successifs. Il y a l'affaire des disparus de Mourmelon, commencé en 1981, on est en 2002, ça fait 21 ans. Et là, il y a eu aussi toute une quantité de juges qui se sont refilés le dossier. Il y a l'affaire Consbout-Boule, avec 3 juges d'instruction. Le meurtre de la petite Caroline Dickinson à Plaine Fougère, avec 2 juges d'instruction et les parents de la petite Caroline qui ont rouspété, qui n'ont pas compris comment fonctionnait la justice en France. Il y a l'affaire Elf aussi, où la juge Eva Joly et la juge Wiśniewski ont été remplacées par le juge Van Ruymbeck. Mais pourquoi elles sont remplacées? Elles sont remplacées parce qu'en principe, un juge d'instruction est inamovible. Mais s'il veut une promotion, il est obligé de quitter son poste. S'il veut progresser dans la carrière, S'il veut progresser dans la carrière, il doit changer de juridiction. Mais comment ça se passe quand un nouveau juge est nommé? Il n'est pas censé connaître les affaires du jour au lendemain? Non, il faut qu'il se familiarise le plus vite possible avec toutes les affaires du cabinet d'instruction. Un cabinet parisien, c'est 160 dossiers. Alors si un magistrat arrive dans un cabinet et qu'il doit instruire l'affaire du sang contaminé, ou l'affaire Pinochet, 2 mètres cubes de documents, ou une affaire Guy Georges, ou une affaire Thierry Paulin, il va quand même devoir travailler sur 159 autres dossiers qui, évidemment vont souffrir du manque de temps du magistrat. Soyons clairs, ces mutations continues de juges d'instruction empêchent la justice de fonctionner correctement. Bien sûr. Ces mutations permanentes servent parfois les voyous qui en profitent, ou leurs avocats qui en profitent pour se faire oublier et faire remarquer au bout de quelque temps au juge d'instruction ou à la justice que la procédure n'a pas été respectée. Je suis parfaitement convaincu à la première lecture parce que ce que l'on m'avait dit était bien la vérité. Je dirais même différemment que la question ne se pose pas à la première lecture. Et c'est à la deuxième fois on commence à s'apercevoir, en essayant là de lister les choses de façon plus précise, parce que la première fois on a un peu le sentiment que c'est pas
évidemment, le fond, on est d'accord, mais que tout n'est pas très clair, il faut mettre un peu en place. Et quand on recommence une relecture, le crayon à la main, en essayant de se dire, bon, on va rédiger, là, on se dit, mais ça marche pas, quoi. Il y a des choses qui marchent pas. Est-ce qu'il faut considérer qu'un aveu, parce qu'il a été fait, est une preuve absolue? Ou est-ce qu'il faut se demander qu'est-ce qui est derrière? Et il va y avoir un moment qui va être relativement ciblé dans le temps et qui va donner lieu à peut-être 15 lignes où ils vont être seul à seul, donc l'enquêteur et Richard Roman. On ne sait pas trop ce qu'il va se dire. Sur le procès-verbal, il n'y a rien de très particulier. Et tout d'un coup, à la fin, on a une phrase du genre « j'ai tué, j'ai violé, j'en demande pardon à Jésus et à Céline ». Point. Et à ce moment-là, on s'attend donc à voir arriver un flot de questions et à voir l'enquêteur demander à Richard Roman de raconter. À ce moment-là, on interrompt et on prend un temps de repos. C'est quand même quelque chose de parfaitement surprenant et complètement incongru. Donc quand quelqu'un avoue, on lui dit « raconte ». Et puis voilà, on note ce qu'il dit et puis après on interroge. Or là, c'est pas du tout ça. On va l'interrompre, il va se passer un laps de temps je connais plus la durée, et on va lui poser des questions qui sont extrêmement précises. Qu'on le veuille ou non, on va induire quand même quelque chose, on va induire quand même une part de réponse. L'absence de la voiture ne signifie pas que Richard Roman soit automatiquement innocent. On ne va pas avoir dans ce dossier un seul élément qui va venir affirmer que Richard Roman est innocent. On va avoir tout un ensemble de choses qui vont être contradictoires avec la thèse de sa culpabilité et qui vont finir par être, tisser un maillage tellement serré qu'il n'y a plus de place pour la culpabilité. Qu'il a dit, vous êtes là pour que je vous annonce que je mets Richard Roman, va être en liberté, peut-être à l'heure qu'il... Voilà. Donc, c'est sûr que c'était pas ce à quoi on s'attendait. Voilà, la seule et unique fois où on voit un juge, enfin, où moi personnellement, j'ai enfin rencontré le juge, c'était, il nous annonçait que bon, il était remis en liberté. On commence à parler, ma mère dit, mais quand même, dans le dossier, il y a ça, il y a ça. Ah, mais c'est vous qui le dites. Mon père, il lui dit, il y a ça, il y a ça. Ah, ben ça, c'est vous qui le dites. Chaque fois qu'on lui posait des questions, il nous disait, qu'on essayait de comprendre. Ah, ben c'est vous qui le dites. Alors, chaque fois, il nous disait, c'est vous qui le dites. Et puis bon, et puis nous, on a pu dire, on a fait, et puis ça m'a encore pété, quoi. Voilà. C'est-à-dire ben, on a coincé, on a poussé le bureau, on a coincé contre le mur. On est sorti. Bon, ça a été un peu les bousculades, ça a été un peu ce qu'on a vu à la télé, quoi. Le juge avait convoqué les parents de Céline pour expliquer sa décision. Mais très vite, la violence a pris le dessus. La justice française est pourrie. Pourrie. Non, moi je sors pas. Elle est pourrie, la justice française. Tout marche à l'envers, on nous annonce les deux coupables, Yassi, il est là, il est en prison, ça change de juge, donc patatras d'un coup, c'est fini, il n'a plus rien contre lui, sans savoir ni pourquoi, ni comment, ni aucun procès. Lorsque l'ordonnance a été rendue, nous sommes sortis du cabinet d'instruction et j'ai dit à ma cliente, il faut faire appel sur le champ. Et on a fait appel dès que nous sommes sortis du cabinet d'instruction. Pour moi, c'était une erreur judiciaire. Le juge s'était trompé. J'étais absolument, je le dis, scandalisé de cette décision. Je ne la comprenais pas. J'étais convaincu de la culpabilité de Roman et je ne comprenais pas qu'un juge d'instruction puisse le mettre en liberté dans une affaire aussi grave.
Moi, j'accepte pas le non-lieu, j'accepte rien de tout ce qui s'est passé parce que moi, je suis... Moi, si demain on vient, on me dit, voilà, Roman est innocent par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça, je dirais, bon, c'est vrai, il est innocent. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui me dit qu'il est innocent. Rien. Il voulait acquitter Roman. Il le dit. Mais quel est son intérêt? Il dit, je viens à Digne, mais il doit avoir des intérêts bien particuliers, comme tous les autres, hein, comme tous ceux qui ont tiré les ficelles pour en arriver là. Je crois que tout le monde avait un intérêt, c'est que Roman soit innocenté. On parle aussi de complot, que ce serait un juge de gauche, que la famille est de gauche. On parle de complot politique, qu'en fait le juge a été payé par la famille. Enfin bon, toutes les thèses sortent à partir de là. Donc pourquoi pas? Après tout, on en a tellement entendu des thèses, pourquoi pas celle-là? Et c'est vrai que ça paraît invraisemblable, surtout qu'ils ne nous préparent pas du tout, ça nous tombe comme ça. L'article 177 du Code de procédure pénale fait au juge d'instruction l'absolu devoir de rendre une ordonnance de non-lieu lorsqu'il estime qu'il n'existe pas de charge suffisante contre un inculpé. Par ailleurs, c'est en pleine conscience et en pleine liberté que j'ai pris ma décision. Ceux qui se sont autorisés à écrire ici ou là que j'aurais cédé à des pressions ont le devoir de le prouver ou ont le devoir de s'excuser. Et quand il m'a annoncé ça, moi je dois dire que j'étais totalement stupéfaite. Mais totalement stupéfaite. Qu'un juge puisse avoir le courage, un juge d'instruction, puisse avoir le courage de dire, ben non, quand c'est blanc, c'est blanc. C'est pas la peine de demander à une juridiction de jugement de statuer. La loi me donne le pouvoir de le faire. Je trouvais que c'était un acte quand même d'un courage assez exceptionnel. Je vais vous dire les choses telles que le pensent beaucoup de gens. On vous soupçonne, vous, l'avocat humaniste, plutôt de gauche, de défendre la famille de Roman, plutôt de gauche, et d'avoir fait pression aisément sur le juge Bonnet, qu'à l'époque on classe aussi plutôt à gauche. Écoutez, c'est absurde. C'est simple. C'est absurde. Comment voulez-vous qu'un avocat fasse pression sur un juge d'instruction? Parce que vous êtes déjà à l'époque un ténor du barreau, et le juge Bonnet est un tout jeune juge, peut-être admiratif devant l'avocat que vous êtes à l'époque. Vous aviez d'autres juges avant. Vous aviez le juge Magnon, vous avez Madame Meyer, vous avez un certain nombre de juges qui étaient des juges... Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, la pression d'un avocat, c'est pas exact. Un avocat ne peut pas faire pression sur un juge. Le juge d'instruction, il est aussi sous la pression du parquet, sous la pression du procureur de la République. Il y a des parties civiles qui sont là. Et les parties civiles sont défendues dans cette affaire. Et vous avez donc une pression qui est extrêmement forte qui s'exerce. Donc vraiment, je ne crois pas que ça soit très sérieux. On est venu apporter notre soutien à la famille Jourdan et à tous les malheureux dont les enfants sont ainsi agressés. Vous pensez que de manifester, ça peut faire changer quelque chose ou ça doit faire changer quelque chose? Eh bien écoutez, ça peut rien faire changer parce qu'on a une justice pourrie à l'heure actuelle. C'est honteux. Aix-en-Provence, début d'après-midi, la cour d'appel rend sa décision en quelques minutes, le soulagement pour la mère de Céline. La justice, la vraie, voilà. On peut reprendre confiance en la justice.
que la chambre d'accusation renvoie devant la cour d'assises en disant, écoutez, bon, il vaut mieux qu'il y ait un débat public, il y a des charges qui restent après tout des accusations et des aveux, il y a d'autres éléments, c'est à la juridiction de jugement de décider. Très bien, tout à fait d'accord. Mais que pour les besoins de ce renvoi, on a inventé une théorie pareille qui ne repose sur rien, mais vraiment sur rien. Alors là, oui, j'étais scandalisée. J'étais scandalisée. On est venu repérer les lieux, et puis on est venu pour vous dire de rester calme, de laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, ça c'est le grand, de toute façon, j'ai lu le dossier, j'ai bien étudié le dossier, je peux vous assurer qu'ils partent tous les deux pour la perpétuité. Voilà, ça c'est les termes qu'il a employés sur les trottoirs du bar. Voilà. Et je lui avais rien demandé. Il a dit ça tout seul comme un grand. J'ai une conviction qu'on peut réviser tous les jours d'ailleurs, c'est qu'il est coupable et j'ai l'intention de requérir, en réalité je ne le cache pas, de réclusion criminelle à perpétuité, quoi, parce que c'est un crime inexpiable. Hein, donc si vous voulez, c'est blanc ou noir là. Quand vous avez à la fois des aveux qui correspondent à une vraie relation entre les hommes, à une accusation de l'un d'entre eux contre celui qui nie, et qui a quand même avoué, c'est quand même pas rien. Hein. Je veux dire, c'est pas le simple aveu. Faut pas oublier dans cette affaire, la difficulté, c'est qu'il a avoué, mais il avoue en étant aussi accusé. Et dans ces conditions, le fait était vraisemblable. Hein. Alors, mettons-nous dans les heures qui précèdent le procès de Richard Roman. Lorsque vous allez devant la cour d'assises, vous pensez que vous avez dans le dossier les éléments qui vont vous permettre d'innocenter votre client? Oui, je le pense. Oui, alors vraiment, je le pense tout à fait. Je le pense tout à fait, mais bien entendu, je suis quand même inquiet. Parce que ce n'est pas parce qu'on a les éléments que l'on est sûr d'arriver à convaincre. Mais les éléments que j'ai dans le dossier me paraissent à ce moment-là tout à fait déterminants pour établir l'innocence de Richard Roman. Il y en a beaucoup, mais ils se développeront mieux encore à l'audience. Qu'est-ce que vous espérez des débats avant même que le procès ne débute? Ce que j'espère des débats, c'est que les débats seront des débats contradictoires et que l'on verra que ce que je dis, sans être écouté depuis longtemps, le juge Bonnet a peut-être entendu à un moment donné, mais personne ne m'entend. Les médias n'entendent pas ce que je peux dire à ce moment-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le fait que Richard Roman est innocent et que ses aveux ne résistent pas à l'examen. Qu'est-ce que vous attendez de votre client pendant ces débats? Est-ce que c'est un client raisonnable? Non, c'est pas un bon client. Pourquoi? C'est pas un bon client parce que c'est quelqu'un qui a une expression qui n'est pas facile. Parce que c'est comme souvent d'ailleurs. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose dans les audiences, c'est que les innocents sont ceux qui se défendent le plus mal. Sont antipathiques. Mais c'est-à-dire qu'ils ne réussissent. D'abord, ils sont à contre-courant. Ensuite, les mots qu'ils emploient, ils ont trop peur de se tromper, de dire des mots qui se retourneront contre eux. Ils n'ont à opposer que la certitude de leur innocence, quelquefois. Et donc, j'ai peur, effectivement, que mon client soit maladroit, s'exprime mal. Voilà, j'en ai peur. Et effectivement, il ne sera pas perçu comme particulièrement habile dans sa défense.
Ma fierté de maman, c'était d'être là et de dire tu vas assumer par rapport à elle. J'avais même dit aux avocats, c'est pas moi qu'ils auront en face d'eux, c'est ma fille. Il faut qu'on l'oublie pas. Et je n'ai pas pu les lâcher du regard pendant les 3 semaines. C'était plus fort que moi. Je voulais pas qu'ils regardent vers la salle. Je sais pas. J'avais la sensation d'être. Je pouvais pas regarder ailleurs que vers eux. Il y avait tous les clivages qui se retrouvaient. Paris contre la province, le fils de bourgeois contre l'enfant de la DAS. Et finalement, on retrouvait presque une espèce d'indulgence, pas de pardon, hein, faut pas exagérer, mais une espèce d'indulgence vis-à-vis de Gentil, qui aurait été le pauvre gars manipulé, et absolument aucune indulgence et une haine absolue envers Richard Roman, grand manipulateur, le type qui lui avait mis ces idées-là dans la tête. Il était sale, il sentait mauvais, excusez-moi mais je le lis parce que c'est précis. Il avait les cheveux longs, il avait des pieds nus et il marchait l'hiver en pieds nus, il disait pas bonjour, son fromage était pas bon. On nous a fait des dépositions très longues sur le fait que c'était un fermier bidon, que ses fromages étaient pas bons. Enfin, et on vient déposer à la barre des assises et l'accusation où les parties ont cité des témoins pour venir dire cela. Enfin, c'est incroyable. Des témoins, un couple, un village convaincus de la culpabilité de Richard Roman, tellement convaincus de cette culpabilité qu'ils se souviennent tous aujourd'hui l'avoir rencontré vers 20h30 devant le café de la Poste. Cet horaire lui laissait le temps de commettre le crime. L'ennui, le problème, ces mêmes témoins avaient déclaré tout de suite après les faits avoir rencontré Richard Roman entre 21h et 21h30, ce qui ne lui laissait guère le temps de commettre ce crime. On les met bien entendu chacun en face de leurs contradictions, ils pataugent, il y en a qui reviennent à leur première déclaration, et donc je n'en tire pas de conclusion, c'est le président qui au 3e témoin va dire « Enfin monsieur, qu'est-ce qui se passe ? Nous constatons que tous les témoins s'alignent alors qu'ils étaient tous différents, qu'est-ce qui se passe, etc. » Et on s'aperçoit qu'effectivement, les témoins ont eu connaissance du dossier, se sont mis d'accord en gros sur cette version. Enfin c'est ce qui apparaît, en tout cas de cette variation curieuse de tous les témoins sur une version unique alors qu'ils avaient avant des versions diverses. Richard Roman, accusé avec Didier Gentil d'avoir violé et tué Céline, a-t-il une chance d'être acquitté? La question est désormais posée à voix haute à la cour d'assises de Grenoble, à la suite d'un témoignage surprise, celui d'un homme affirmant avoir subi les pressions des gendarmes. Le président m'a demandé si je maintenais ce que j'avais dit, en fait. J'ai dit oui, les gendarmes m'ont menacé. Et qui commence à me dire que j'avais un problème dans ma première déposition, avec l'heure, qui correspondait pas au fait, qui correspondait à... ça allait pas. J'avais dû me tromper et une chose comme ça. Et c'est là qu'il m'a dit, vous allez pas aider un salaud quand même. Donc, j'ai dit, moi je veux aider personne, je suis là pour dire ce que j'ai vu, une chose comme ça. Et bon, mais si tout le monde est d'accord, c'est moi qui me suis trompé alors.
C'est hallucinant, s'écrit l'avocat général. Il faut savoir si c'est une enquête ou une chasse aux coupables. Un avocat général qui n'oublie pas le non-lieu en 1990. Vendredi, dit-il, on a entendu le juge Bonnet. L'avenir dira s'il avait raison. Tous les éléments d'accusation se cassent la figure les uns derrière les autres. Alors, ce n'est pas des preuves absolues, il n'y en aura jamais dans tout le dossier, mais plus rien ne tient. Ni les horaires, ni les expertises, ni les témoignages, il n'y a plus rien qui tient. Pour la première fois, la presse et l'avocat général doutent. Michel Legrand adopte alors une nouvelle stratégie. Il va questionner sans relâche les accusés, et plus particulièrement Didier Gentil. Ce qui m'intéresse, c'est de repartir à zéro et de dire, il y a une enfant, elle est victime d'un viol constaté de manière médico-légale, elle est victime d'un massacre, elle est tuée. Qui a fait quoi? Pourquoi? Quand on l'a décidé? Qui a influencé l'autre? Or, il s'est avéré très rapidement que Gentil, Roman évidemment il niait, donc on pouvait rien demander à quelqu'un qui nie. Il a simplement pourquoi il avait avoué. Mais il niait, tandis que l'autre, il n'arrêtait pas de dire que c'était son copain, mais il était incapable de dire comment, pourquoi, le pourquoi du comment. Et si vous voulez, ça, je crois que ça a frappé tout le monde. Donc moi, je commence à me dire que ça va pas, comme on dit. Oui. En fait, ça a été la Bérésina, parce que plus on l'interrogeait, plus il était flou. Il commence par dire qu'il n'est plus certain de ce qu'il a dit, qu'il n'est plus certain d'avoir vu Richard Roman. Il n'est pas très certain de ce qui s'est passé. Il ne se revoit pas, lui non plus, en train de tuer cet enfant. Mais il demande pardon à Richard Roman, à la fin. Et peut-être bien que Richard Roman n'était pas là, il le dit. On entre dans le domaine de l'hallucination en plein procès pénal. Alors, si vous voulez, évidemment, quand il a dit ça, en plus, il ne l'a pas dit par erreur, parce qu'il a affiné. Je voudrais qu'on me soigne, je pense que c'est dans ma tête. Il y a toute une série de propos très nuancés, ce qui prouve qu'il savait ce qu'il disait, où véritablement, on pouvait dire qu'il avouait le crime pour lui-même et exclusivement comme auteur principal et unique. Alors comment ça se passe? Comment est-ce que votre client, Didier Gentil, va-t-il être amené à dire à la cour d'assises « Non, Roman n'était pas là ». Écoutez, il y a deux choses essentielles qui se sont produites. La première, qui est très importante, c'est le départ d'Henri Juramy de l'audience. Qui est l'avocat avec lequel vous défendez Didier Gentil. Absolument. Henri Juramy, au bout de quelques jours d'audience, décide de quitter le procès parce que, selon lui, le président mène les débats de façon partiale. Je reste. Et dès cet instant, Didier Gentil sera libéré de la pressante personnalité de Henri Juramy et va pouvoir s'exprimer plus librement, en tous les cas plus spontanément. Alors, à quel moment se décide-t-il, Gentil, oui, à changer sa version des faits? Écoutez, un matin, Didier Gentil exprime le fait, et c'est très symptomatique de la force des médias lors des procès judiciaires. Didier Gentil dit qu'il a vu à la télévision, la veille au soir dans sa cellule, qu'on ne le croyait plus. Il est donc en proie à un doute, et il exprime son désir de parler librement comme il le souhaite. Il dit à qui ça? À moi, son avocat. Ça se passe où? Ça se passe juste avant l'entrée à l'audience. Donc, dans les géoles du sous-sol du tribunal de Grenoble, et puis dans une sphère du secret. Cette conversation ne regarde que l'avocat et lui. Attendez, comment ça se passe? On est dans la géole juste avant l'entrée dans la salle d'audience, et Gentil vous dit, maître, je vais vous dire la vérité, je dirai la vérité tout à l'heure? Voilà plusieurs jours qu'il vivait un déchirement important. Fallait-il reconnaître cette vérité-là? Parce qu'encore une fois, une enfant était morte. Fallait-il exonérer Richard Roman, qui risquait lui aussi la prison à vie? Bien, il était donc déchiré parce que c'est un homme
avec son humanité, malgré ce qui lui était reproché. En l'occurrence, Didier Gentil s'est exprimé librement, de manière réfléchie, et ça aurait été pour lui sans doute l'une des séquences de sa vie où il aurait été le plus authentique. La seule chose qui pouvait casser la force des aveux de Richard Roman, c'était d'autres aveux. Et là, il n'y avait que Didier Gentil qui pouvait faire ça, il n'y avait que lui. Le paradoxe incroyable, c'est qu'à ce moment-là, nous entendons pleurer dans la salle, nous entendons la famille s'effondrer, et nous pensons que peut-être dans l'immense chagrin, dans l'immense désarroi qu'est la sienne, cette famille, elle a une petite lumière, tout simplement, qui l'a fait cheminer vers la vérité. Elle sait quelque chose, puisque les victimes cherchent la vérité. On s'était dit, enfin, de la bouche de Gentil, cette famille sait que Roman n'y est pour rien. Eh bien, on comprend immédiatement après, et là c'est l'abattement total, que ces hurlements et ces pleurs sont des hurlements de haine contre Roman. Ce que ça veut dire, c'est que c'est son avocat qui lui a fait dire qu'il était seul, qui lui a fait à moitié avouer qu'il était seul, pour que Roman soit acquitté. Et puis à partir de ce moment-là, c'était tout un travail d'équipe. À partir de ce moment-là, l'autre il a bondi dans son fauteuil en disant « Ah mais maintenant je ne peux plus demander la condamnation de Roman ». C'était tout préparé. Mais vous sentez pas que c'est quelque chose qui vient peut-être de Gentil, de lui-même, de ce... Non, ça ne vient pas de Gentil. Il le dit. Je viens de discuter avec mon avocat. On s'est forgé sur l'innocence de Roman et on ne veut pas voir ce qui est écrit. On ne veut pas voir ce qui est écrit. Voilà. Ce qui est écrit, c'est-à-dire? Ce qui est écrit dans les aveux, ce qui est écrit dans le dossier, les témoignages, on n'en tient pas compte. Pour les comités de soutien qui sortent de l'encadrement, je vous préviens, ne laissez sortir personne de l'encadrement. Je suis fatiguée, c'est affreux. On vit toujours ce même cauchemar, ce ne sera jamais fini. J'ai essayé quand même de lui faire comprendre à plusieurs reprises que maintenant je commençais à avoir des doutes sur la culpabilité de Richard Roman. Elle était aussi un peu hésitante, elle s'est rendue compte, tout le monde s'est rendu compte de ce qui s'est passé au cours du procès. Alors, mais ça avait tellement été ancré dans les esprits pendant plusieurs années que c'était difficile à faire admettre. J'ai eu trop longtemps, en même temps que lui, l'idée qu'il était coupable, les deux étaient coupables. Donc, lui, en tant qu'avocat, a compris, et moi, je suis restée dans mon idée. Je n'en ai pas voulu vraiment. Je ne peux pas en vouloir si c'est que moi, je suis la maman de Céline. C'est ma fille qui est partie, et c'est... On peut pas voir, je pense, les choses, même avec la meilleure volonté du monde, on peut pas avoir les choses comme tout le monde. Ce que je voulais leur dire, c'est que la petite Céline n'avait pas besoin de deux assassins et qu'un seul lui suffisait. Voilà, résumé, ce que je voulais leur dire. Donc, si vous voulez, je ne voulais pas prendre le risque moral qu'il soit condamné par erreur. Donc, pour ne pas le prendre, c'est à moi de prendre position au nom de l'État en disant l'État abandonne l'accusation parce qu'il n'a pas les moyens de la soutenir. Donc, c'est un problème d'éthique fondamentale. Il faut être clair, c'est une justice d'État, et moi, je compatis, mais c'était à aucun moment, il est entré dans mes considérations et dans ma carrière, le plaisir ou le déplaisir qu'aurait une mère ou un père, etc. Ça, c'est la justice civile. On est obligé d'en tenir compte en tant qu'être humain, mais je veux dire, le but n'était pas de calmer la douleur, le but était de ne pas provoquer une douleur ajoutée à une autre en condamnant une innocente, c'est tout. Mais je veux dire, ça on le fait tous les jours, c'est pas quelque chose d'exceptionnel ni d'héroïque. Les parties civiles sont sorties lorsque nous avons plaidé. Elles sont sorties lorsque l'avocat général a plaidé. Elles n'étaient pas dans la salle. Donc jusqu'au dernier moment,
la volonté, le refus d'écouter des arguments, ne serait-ce que pour continuer à dire « j'y crois pas ». Mais non, il ne faut même pas entendre, il ne faut même pas entendre. Ça, pour moi, ce sont des épisodes terribles. Dernier déplacement sous haute surveillance pour Didier Gentil et Richard Roman vers le palais de justice de Grenoble. L'approche du verdict fait monter la tension, le public est nombreux et par précaution, les CRS sont venus renforcer les policiers du palais. Les fouilles ont repris sans le moindre incident. Les familles de Céline et celles de Roman s'ignorent comme elles ont appris à le faire depuis 3 semaines. À proximité, sur les quais de l'Isère, une affiche sans signature réclame 2 fois 30 ans pour les 2 hommes, une photo de la fillette à côté. C'est encore plus enculé à Grenoble qu'à Aix, hein. Je ne suis plus français. Je ne voterai plus jamais. Vous avez vu les cartes d'identité ? Honte. Honte. Et le mauvais sentiment que j'ai, c'est un procès, comme c'est arrivé dans l'histoire, où on avait décidé, et c'est le dérapage des victimes, de choisir ses coupables. Il y avait le bon et le mauvais. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai entendu dans les couloirs, et ça m'est resté, que Gentil, dont ils entendaient en public qu'il avait saccagé leur fille, qu'il avouait, qu'il disait qu'il avait accusé l'autre par erreur, donc il était aussi l'assassin, dire qu'on s'en prenait à un pauvre type, comme a dit un proche dans les couloirs, voyez. Et je veux dire, voilà le souvenir que j'ai, c'est que le criminel que j'ai fait condamner était qualifié de pauvre type par le propre entourage des parents de la victime. Richard, vous avez quelque chose à nous déclarer? Je dois réaliser que je suis libre après toutes ces saisons d'isolement carcéral. Bon, c'est sûr que je suis complètement démoli socialement, relationnellement, et qu'il faut renaître après tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Et maintenant, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je n'ai pas de projet immédiat. Pour ces 4 années perdues en prison, l'État français offrira 100 000 francs de l'époque, 15 000 € à Richard Roman. Aujourd'hui, Roman reste un homme fragile, il fait de fréquents séjours en hôpital psychiatrique. Sa famille et ses amis ne veulent plus évoquer l'affaire. À la mode du Caire, bien sûr, beaucoup de gens croient toujours en sa culpabilité. Aujourd'hui, l'affaire du meurtre de la petite Céline n'aurait pas forcément le même déroulement. Richard Roman n'aurait peut-être pas avoué. Avec la loi sur la présomption d'innocence, Roman aurait vu un avocat dès la 3e heure de garde à vue. Et ce que dit en général un avocat à son client, c'est surtout n'avouez